Aujourd'hui, nous rencontrons Michaëlle Jean, ancienne journaliste et 27e gouverneur général du Canada. Elle va nous parler de son parcours atypique et de son rapport à son pays d'origine, Haïti. Elle dit: «Michaëlle, raconte-nous ton histoire». Et moi, je suis pétrifiée. Je me dis: «Non, c'est pas possible là». Alors je résiste et elle continue. Avec beaucoup de douceur: «Michaëlle, on aimerait tellement entendre ton histoire». Nous continuons la production de ce podcast, Immigrer au Canada, mon choix, parce que derrière chaque parcours d'immigration, il y a une histoire qui mérite d'être racontée. Pour ça, nous avons besoin de vous. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, partager nos reportages et surtout vous abonner à notre infolettre sur notre site onalchoix.com. Bonjour Madame Jean, un grand merci d'avoir accepté cette entrevue. J'ai voulu vous rencontrer parce que j'ai pensé que vous étiez une figure importante de sensibilisation et je m'explique. On vient de Cornwall, on vient d'une communauté francophone accueillante dans laquelle on a une diaspora haïtienne assez importante. Et j'entends beaucoup de choses et l'autre jour j'avais un ami haïtien qui a parlé de la difficulté à faire reconnaître les compétences et à se faire reconnaître finalement au niveau de l'inclusion. Et il m'a dit une phrase, quelqu'un m'a dit « Toi, tu viens du pays le plus pauvre du monde ». Et moi, j'aimerais commencer par vous demander de me raconter votre Haïti. Au fait, je n'aime pas beaucoup quand on dit d'Haïti, même si, bon, dans les faits, oui, ce pays est vraiment accablé par énormément de pauvreté. Qu'on le stigmatise de la sorte, parce qu'Haïti est riche de tant d'autres choses. Y vivre n'est pas simple, mais Haïti est un pays distinct et je pense unique au monde de par son apport culturel. Ce qui me vient d'abord à l'esprit, c'est ce que Haïti a su donner au monde déjà par la révolution haïtienne. C'est le premier moment dans l'histoire de l'humanité où des esclaves se révoltent, prennent possession de la colonie. C'était la colonie de Saint-Domingue, colonie française, et abolissent l'esclavage. Donc déjà, cette première république noire dans l'histoire se distingue et en même temps donne l'élan à tout un mouvement de décolonisation qui suivra sur l'ensemble du continent et également le reste du monde. Et ça, c'est extraordinaire. Évidemment, avec ça vient un prix aussi à payer, je le crois. Je crois que dès lors que la France a exigé d'Haïti cette dette que je trouve ignoble, de réparation, imaginez, devoir payer une dette de réparation à ceux qui nous ont opprimés, qui nous ont réduits en esclavage, c'est une absurdité, mais c'est ce qui s'est passé. Et l'économie haïtienne ne s'en est jamais remise. Donc le sort fait à Haïti, je dirais, explique la situation dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui. Mais cela dit, ce que nous aimerions beaucoup, et quand je dis nous, je parle en tant qu'haïtienne, c'est vraiment qu'il y ait une juste reconnaissance de ce qu'Haïti a su donner à l'humanité. Et cet esprit cette révolution, mais passait aussi beaucoup par l'éducation. Vous en avez parlé l'autre jour, l'importance, à quel point l'éducation était centrale et à quel point vous aussi, dans votre famille, votre mère, votre grand-mère tenaient absolument à ce que tous les enfants aillent à l'école. Pouvez-vous me dire un mot sur comment ces femmes vous ont inspiré au niveau de l'éducation? Je dirais que c'est vrai que l'éducation a été un enjeu crucial de la révolution haïtienne, parce que on a vu tout de suite ce que le simple fait aussi de parler la langue des maîtres esclavagistes, de pouvoir aller sur leur terrain, permettait aussi une revendication beaucoup plus forte et beaucoup plus structurée. Dans la déshumanisation, il y a aussi le rejet de l'autre dans
dans sa langue. Et dans le cas d'Haïti, les esclaves étaient issus de plusieurs traditions et cultures linguistiques. Et on a cru à un moment que ça pouvait devenir une façon aussi de les contrôler. Mais ce que les colonisateurs ne savaient pas, c'est que parmi tous ces esclaves issus de différents lieux, donc il y avait aussi des langues communes. Et ça leur a permis effectivement de penser la révolution et de penser le combat grâce à ces langues communes. Et il y a aussi que les esclaves écoutaient attentivement les maîtres. Donc très vite, au moment de la Révolution, ils se servent aussi de la langue française, ils se l'approprient en se disant que ce serait parfaitement l'outil requis pour s'adresser au reste du monde, sachant très bien que c'était une langue internationale. C'est assez formidable de voir le rôle de la langue dans ce parcours-là et dans cet accomplissement. Je vois combien en Haïti nous sommes attachés à la langue française. Nous l'avons aussi, en quelque sorte, refaite à notre manière, en y ajoutant nos rythmes, en y ajoutant nos imaginaires, en y ajoutant notre expérience. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique. Quand on se rapproche de la littérature haïtienne, on voit à quel point, en français comme en anglais, comme en créole plutôt, bien qu'il y ait aussi une littérature haïtienne en anglais, mais elle est d'abord en français et en créole. Ça, c'est du fait de la diaspora, hein, que certains de la diaspora en pays anglophones se sont mis aussi à écrire en anglais. Mais cela dit, la littérature haïtienne est beaucoup en français et en créole. Et ça lui donne une force extraordinaire de rythme et d'image. Vous avez aidé un petit peu à sensibiliser à toute la culture haïtienne, vous parlez de la langue, etc. Maintenant, j'aimerais que vous me parliez de l'exil, parce que vous avez vécu un exil forcé. Et pour qu'on se rende mieux compte, quelles ont été vos premières impressions quand vous êtes arrivé au Canada? L'exil forcé est déjà une rupture déstabilisante, douloureuse. Arrivé au Canada dans cette situation avec mes parents, forcés de fuir le régime dictatorial de Duvalier, c'était vraiment un saut dans l'inconnu. C'est-à-dire que je n'avais jamais pensé au Canada, je n'avais jamais même imaginé le Canada, je ne savais pas du tout où nous arrivions. Et imaginez, nous arrivons en plein mois de février, par un froid incroyable, du moins pour nous en particulier. Je n'avais jamais vu la neige. Et on arrive dans une toute petite localité de l'Estrie qui s'appelle Thetford Mines, donc la ville de l'amiante, donc une ville minière, donc avec aussi ses problématiques. À ce moment-là, il y avait tout le péril aussi de l'impact de l'amiante sur la santé. Et ma mère avait été troublée par ça. Elle voyait tous ces gens qui, oui, avaient été assez bienveillants à notre égard et combien d'entre eux étaient atteints d'amiantose. Et avec cette espèce ce trait de culture chez elle d'empathie, elle avait été extrêmement saisie par ça. Donc, c'est un peu le contexte dans lequel nous arrivons. Et bien sûr, les gens étaient curieux de savoir d'où nous venions. Et on disait Haïti, ils pensaient Tahiti, maintenant c'est pas Tahiti. Haïti, donc il fallait toujours situer le lieu. Et tout de suite venait aussi quand ils avaient compris, ah oui, 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 c'est très très pauvre, hein, Haïti, c'est le pays le plus pauvre du monde. Ça c'était pour ceux qui étaient un peu plus informés. Et on s'empressait toujours de leur dire, vous savez, oui, c'est un pays où la vie est dure, où l'on peut manquer de tout, mais cela dit, on ne manque jamais de culture. On ne manque jamais
de culture, on a beaucoup à dire au monde, on a beaucoup à offrir au monde à cet égard. Et on arrivait avec fierté, quoi, avec beaucoup de fierté, avec là encore, hein, ce désir qu'Haïti soit reconnu autrement que pour ses déboires, dont nombre de pays sont responsables, au fait. Haïti paie très cher son audace. Nous le savons parce que, en raison de tout ce que cela a déclenché pour la suite du monde et pour tant et tant d'autres pays. C'est impressionnant, ça, quand même, hein, que ce pays, ce petit pays que l'on accable toujours de tous les maux, ait réussi à créer cet élan extraordinaire de... C'est de là que vient tout le mouvement de la décolonisation. Et qui ne s'arrêtera pas qu'au continent des Amériques, mais qui ira aussi jusque plus tard, qui s'étendra à tout le mouvement sur le continent africain. Et partout, vous savez, j'ai beaucoup voyagé, et partout, en traversant l'Afrique, dès que l'on savait que je suis d'Haïti, c'était tout de suite la projection première, et cette espèce de façon de reconnaître Haïti comme un pays exemplaire. Et ça faisait du bien. Ça faisait du bien. Vous savez, ça a compté pour nous, ce que vous avez fait. Vous savez, et je vous dirais, pas seulement sur le continent africain. En arrivant en Grèce, par exemple. J'arrive en Grèce, et le président d'alors, donc le président Papoulias, me reçoit. Et à ce moment-là, je suis gouverneur général du Canada, donc c'est une visite d'État. Et lorsqu'après notre entretien, il me présente aux médias pour dire un peu ce dont nous avions discuté, il leur dit, vous savez, nous recevons la gouverneure générale du Canada, mais pas seulement. Elle est d'un pays qui, pour nous, a beaucoup compté. Et moi, j'écoute avec étonnement, et j'apprends dans ces mots que la Grèce avait fait appel aux révolutionnaires haïtiens pour justement leur demander des moyens et pour la révolution hellénique, donc grecque, qui allait donner naissance à la République hellénique, la République de Grèce. C'est incroyable. Vous arrivez en Grèce et on vous dit, c'est grâce à vous et sur l'exemple d'Haïti que nous avons aussi fait ces choix et avec des moyens que vous nous avez accordés. C'est extraordinaire. Vous avez eu cette chance aussi de voyager et puis justement de faire toutes ces rencontres. Si on revient un petit peu en arrière, vous aviez expliqué que quand vous êtes arrivé au Canada, vous étiez une enfant qui est restée mutique pendant tout un temps, de par ce déracinement. Quel a été l'élément déclencheur qui vous a d'abord sorti de ce mutisme? Oui, c'est vrai que j'étais tellement déconcertée par le lieu où j'étais, rien que sur le plan du climat, vraiment un changement radical, et que j'avais besoin d'absorber ce lieu et je ne le faisais qu'avec mes yeux. Je ne parlais pas, mais j'observais beaucoup. J'observais et j'écoutais, parce qu'au fait, je me retrouvais dans une autre terre francophone, mais c'est comme si nous ne parlions pas la même langue. Parce que le registre n'était pas le même, l'accent n'était pas le même, les images n'étaient pas les mêmes. Et j'avais besoin de me faire l'oreille à cette façon de dire aussi en français dans ce paysage du Québec. Et puis, voilà, donc il y avait un certain mutisme et un grand silence. Et à l'école où j'ai été inscrite, à l'école primaire de Thetford Mines, le professeur un jour a voulu me sortir de ce silence parce qu'elle m'observait et elle se disait, cet enfant aurait tellement à dire, il faut que je puisse l'aider à sortir de cette espèce de situation où je la sens barricadée en elle. Et elle me demande comme ça, à brûle pour point, elle dit, Michaël, raconte-nous ton histoire. Et moi, je suis pétrifiée. Je me dis, bon, c'est pas possible, là. Alors, je résiste. Et elle continue, avec beaucoup de douceur. Michaël, on aimerait tellement entendre ton histoire. On ne sait pas du tout d'où tu viens. Et on aimerait... Donc, vraiment, avec une délicatesse. Et je voyais tous les enfants, les yeux rivés sur moi.
et attendants eux aussi. Donc je me suis dit, tiens, il y a une vraie demande, il y a un intérêt. Tiens, il y a une curiosité, savoir d'où je viens. Et je prends mon courage à deux mains et je leur raconte d'où je viens, et surtout les circonstances de mon départ. Mais je m'empresse aussi de dire que je ne viens pas d'un enfer. Oui, c'est l'enfer. Ce régime dictatorial est un enfer, il nous force à fuir. Mais je ne viens pas que d'un enfer. Et je me mets à leur raconter l'Haïti que j'aime. Et je n'oublierai jamais ce moment. Et ça m'a libérée. Ça m'a complètement libérée. Donc, je sais pas, en disant ça, en racontant ça, j'aimerais encourager aussi les professeurs qui, dans leur classe, ont des enfants qui arrivent d'ailleurs et qui s'étonnent de les voir si inquiets, de s'intéresser à là d'où ils viennent et de les amener à en parler. Et vous diriez que c'est la première fois que vous avez peut-être vu aussi la dynamique autour de vous changer après dans votre village ou dans votre ville? Est-ce que vous avez vu que les choses ont évolué par rapport à ça? Assurément. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais franchi le 4e mur. J'avais aboli ce mur. Et dès lors, ces enfants, mes camarades de classe et puis les professeurs aussi se sont tellement accrochés à mes mots et à ma façon de dire, avec beaucoup de sensibilité et d'émotion, là d'où je viens, que ça a tout changé, quoi. Ça a humanisé le rapport, ça a adouci le rapport, ça a permis de se rencontrer, quoi. Oui, ça l'a rendu plus naturel. Oui. Peut-être. Et après ça, vous avez eu la carrière que vous avez eue, donc notamment au niveau des médias en tant que journaliste. On peut dire que vous avez fait des métiers de prise de parole, ça c'est certain. Tout le temps, oui, c'est vrai. Je suis intriguée par ça parce que je trouve qu'il y a encore pas suffisamment de représentation au niveau médiatique. Comment ça s'est passé vos premiers pas dans les médias en tant que femme de couleur? Alors, j'arrivais premièrement d'une autre réalité pour libérer la parole. C'est que pendant 10 ans, j'ai accompagné des femmes victimes de violences conjugales au Québec. Donc, je fais partie des femmes qui ont mis en place les refuges d'urgence pour femmes victimes de violences conjugales au Québec. Et c'était une première même au Canada. C'est-à-dire que le Québec a été le premier lieu où on a vraiment ouvert et brisé le silence sur ces réalités. Et en plus, avec des gestes concrets pour permettre aux femmes dans cette situation et à leurs enfants de pouvoir échapper à cet enfer. Et, parce que ça l'est, hein, la violence conjugale est un enfer, pour les femmes comme pour les enfants. Et donc, toute l'idée était de libérer leur parole, de faire en sorte qu'on en parle. Et c'était important. Avant le journalisme, il y a eu ça. Et quand quand je suis approchée avec sur cette idée peut-être d'entrer à Radio-Canada, parce que bon, c'est vrai que je ne voyais personne sur le petit écran qui me ressemble, quelqu'un comme moi. On ne faisait pas cas du tout de la diversité. Sur le petit écran, il y a la télévision publique. Davantage côté anglophone, mais pas du tout du côté francophone. Et moi, toujours venant du militantisme, j'entre à la télévision, mais je me dis, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, il faut casser cette espèce d'image homogène. Il faut aussi être là pour montrer et rentrer dans tous les foyers avec cette affirmation-là, rien que par ma présence de la diversité et du regard qu'on peut porter sur l'ensemble, mais en étant aussi partie de l'ensemble. Et ça a été quelque chose. Et sans qu'on me le demande, donc sans que Radio-Canada ne m'invite à le faire, d'emblée, toujours avec l'esprit militant, je me mets à faire de mon propre chef des tournées dans les écoles à Montréal. Et les enfants peuvent voir en chair et en os cette personne si différente, cette femme noire qu'ils voyaient à l'écran venir s'intéresser à eux. Et j'ai fait ça dans plusieurs écoles. Et chaque fois, c'est toujours des questions. Et puis des questions des fois très,
très sensible. Je me souviens d'un enfant de 6 ans qui m'a regardé, qui m'a dit « Madame, c'est pourquoi le racisme ?» C'était très intéressant venant d'un enfant de 6 ans, une petite classe primaire. Pourquoi le racisme? C'est une vaste question. Et alors, ça m'amenait aussi à expliquer d'où nous venons. Parce qu'on ne peut pas comprendre le racisme aujourd'hui si on ne pense pas à la déshumanisation de toute cette période aussi de l'esclavage. Ça vient de là. Et ça a toujours été passionnant de pouvoir en parler comme ça, même à hauteur d'enfants et en répondant aux questions des enfants. En venant d'un pays comme le vôtre, vous parlez de ça avec assez de résilience forcément, mais vous n'avez jamais été, enfin vous avez sûrement été évidemment choqué par certaines paroles, mais comment est-ce que vous faisiez face en fait au racisme? Parce que les enfants sont évidemment un terrain d'apprentissage Oui. par rapport à ce genre de questions innocentes, c'est très intéressant parce que ça fait évoluer la discussion. Mais quels ont été vos plus grands défis par rapport au racisme? Vous savez, il y a une chose qui était très claire pour moi, c'est que j'arrivais dans ce grand pays qui est le Canada, et je me rendais compte qu'ils ne savaient rien de là d'où je venais. Et alors que moi, je savais, dans ce lieu d'où je viens, on est déjà dans un espace de métissage. Donc les gens, des fois, me regardaient, disaient, à Thetford Mines, par exemple, ils disaient, on était la première famille noire dans cette communauté. Et les gens me disaient, on n'avait jamais vu de noirs avant vous, alors que nous, en Haïti, on était dans le cosmopolitisme. Hein? Haïti est un pays de grande diversité. Et je me disais, mais c'est incroyable quand même. Parce que, j'ai eu tout de suite ce désir de leur dire ce que c'est que d'être, oui, d'ailleurs, ce qu'il manquait. Oui, tout à fait, oui. Très juste. De leur dire ce qu'ils ne comprenaient pas, ce dont ils n'avaient jamais fait l'expérience et qui pourtant est une réalité du monde. Et il faut comprendre, dans les années 60, fin des années 60 où j'arrive, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont voyagé de ce côté-là, donc du nord vers le reste du monde. Alors que les gens du Sud sont habitués à un espace. On a au Canada qu'une frontière importante avec les États-Unis, mais nous, dans le Sud, nous sommes au milieu, je veux dire, d'un foisonnement d'autres pays et d'autres cultures. Et notre histoire même, nous la reconnaissons. C'est-à-dire que la question autochtone, on commence à en parler davantage maintenant, on parle de vérité et de réconciliation, mais nous, en Haïti, notre plus grande héroïne, elle est Arawak. Donc, je dirais que le métissage entre autochtones des lieux, donc premiers habitants, les populations indigènes, et nous, d'ascendance africaine, surtout que nous avons été réduits en esclavage ensemble, il est déjà réel. Il est réel. Donc on a même, la reine des Arawaks, Anacaona, pour nous, c'est notre première héroïne, avant les héros afrodescendants. Donc vous êtes arrivé avec la tolérance dans vos bagages parce que ça faisait partie du paysage. Et c'est faux, je ne nommerais pas ça de la tolérance, c'est de la reconnaissance, c'est autre chose. La reconnaissance de l'autre, la fréquentation de l'autre, le métissage avec l'autre, parce que je trouve que, vous savez, quand on dit tolérance, c'est comme si, bon, je t'aime pas, mais je te tolère. Il y a un petit peu de ça. J'accepte que tu sois là. Il y a un petit peu de ça. Alors que la reconnaissance, c'est autre chose. Ça veut dire, je te reconnais et tu me reconnais, donc on peut déjà se rencontrer ainsi. Si on parle de reconnaissance, justement, donc il y a eu l'ONU qui a déclaré l'esclavage contre les Africains comme plus grave crime contre l'humanité. Oui. Et le Canada a une réserve par rapport à ça. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, c'est une question que j'entends soulever, même avec le Premier ministre Carney, parce qu'on a le plus grand respect l'un pour l'autre.
au fait, il faut penser, si je vous dis Shoah, la Shoah, le chiffre qui vient en tête, c'est 6 millions. Là, tout le monde sait, 6 millions de Juifs ont péri. Si je vous dis la traite transatlantique des Africains, c'est plus de 43 millions. 43 millions de déportés d'Afrique, mais qui sont réduits en esclavage, et leur descendance aussi, sur plusieurs générations. Donc, vous voyez, donc, cette espèce de sous-estimation de cette expérience dramatique que proclame l'ONU et dit d'une voix très forte, elle est réelle. Oui, c'est le plus grave cas de crime contre l'humanité que l'on puisse, même qu'on n'arrive même pas à imaginer. 53 millions, 43 millions de déportés et toutes leurs descendants sur plusieurs générations seront réduits à l'esclavage. C'est énorme. Je trouve dommage que l'on ne comprenne pas ce que cela représente aussi comme traumatisme. Donc, pour vous, c'est vraiment un manque de compréhension. Oui, bien sûr. Vous le ramenez à ça, finalement. Moi, je le ramène à ça. C'est un manque de compréhension. Parce que si on pouvait seulement s'imaginer ce que cela représente qu'une telle déshumanisation, les autochtones l'ont vécu aussi, la déshumanisation. Et c'est pourquoi Noirs et autochtones se retrouvent aisément sur cette expérience-là. Ma fondation, la Fondation Michaël Jean, qui travaille sur les questions d'exclusion, et entre autres pour l'éradication de la discrimination raciale, va tenir son 5e sommet à Winnipeg cette année, donc du 18 au 20 septembre 2026. Et compte tenu du contexte où se tiendra le sommet, la ville de Winnipeg est une ville très peuplée d'Autochtones. Ils sont là, dans la ville, présents. Le premier ministre du Manitoba est autochtone. C'est une première dans l'histoire du Canada. Et son vice-premier ministre est afro-descendant. Très intéressant. Donc, on aura l'occasion justement de prendre la parole ensemble, Noirs et autochtones, sur la question du racisme. Parce que même quand vous regardez d'un peu plus près les statistiques, par exemple ce que Statistique Canada rapporte sur la question du racisme au Canada, les populations les plus affectées sont les populations autochtones et les populations noires. Donc, ça vous ramène à une histoire quand même, celle du colonialisme et celle de l'esclavage. Et ça, on n'en sort pas indemne. Parce qu'on ne peut pas expliquer le racisme aujourd'hui si on ne le remet pas dans ce contexte historique. Et donc, finalement, c'était un peu ma dernière question. Vous aviez, lors de votre investiture, parlé du danger du chacun pour soi et du fait qu'il fallait apprendre à vivre avec ses blessures pour avancer et puis pour rompre avec les deux solitudes du Canada, parce qu'on parle aussi des langues, de la dualité linguistique. Et tout ce que vous me dites là, finalement, j'ai l'impression que votre vision, c'est simplement l'éducation. Parce que ma dernière question, c'était comment est-ce qu'on fait pour faire la paix et pardonner? Quand je vous ai vu, je vous ai senti tellement juste, finalement. Oui. Alors qu'avec les souffrances qu'a traversé votre pays, il pourrait y avoir des réminiscences de quelque chose. C'est-à-dire que quand je deviens gouverneur général du Canada et que c'est le moment de la sermentation, la première chose que je dis à la conférence de presse qui a précédé la cérémonie elle-même, c'est mes ancêtres étaient des esclaves. Les journalistes ont été saisis, mais pourquoi elle dit ça? Elle va devenir gouverneur général du Canada, pourquoi elle dit ça? Parce que cette espèce de devise que j'ai choisie, briser les solitudes, et pas que les deux solitudes, il y a beaucoup de solitudes, suppose aussi déjà frapper les esprits. C'est-à-dire, voilà, tout le monde dit, ce sera la première femme noire gouverneure générale du Canada. Je me situe tout de suite. Mes ancêtres étaient des esclaves. Et même dans ma conversation avec la reine Elisabeth II, nous avons commencé ainsi. Nous nous asseyons ensemble, parce que bon, c'est la tradition, quand vous devenez gouverneur général,
à un moment, vous allez... voilà. Il y a une visite de courtoisie à la reine, et aujourd'hui on dirait au roi, le roi Charles. Et j'ouvre la conversation en disant « Qui l'eût cru quand même ?» Nous voici assis ensemble, libres, l'une comme l'autre. Mes ancêtres étaient des esclaves et les vôtres sont esclavagistes. Et elle a apprécié. Elle a apprécié parce que déjà, ça nous situait. Et la conversation ne pouvait mieux commencer qu'ainsi. Et nous nous sommes reconnus. Et je pense que dire la vérité est important. Toute la démarche des Autochtones en ce moment de vérité et de réconciliation, c'est qu'on ne peut pas arriver à la réconciliation s'il n'y a pas vérité. Si on n'arrive pas avec le courage d'affronter l'histoire telle qu'elle est, de part et d'autre. C'est-à-dire pas seulement ceux qui sont victimes d'une histoire, qui ont été malmenés par une histoire, mais les autres aussi. Parce qu'en quelque sorte, on nous a dépossédés de part et d'autre. Cette façon, je veux dire, de déshumaniser certains et cette autre façon de vouloir dominer l'autre est un déficit terrible parce que la rencontre aurait pu être complètement autre. J'arrive en ton territoire, je viens d'un autre territoire, nous pourrions peut-être engager quelque chose ensemble et dialoguer dans une reconnaissance mutuelle. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. La logique qui a prévalu, c'est celle de la domination et de la déshumanisation, de l'exploitation de l'autre. C'est terrible. Dans l'histoire, c'est le moment où on est radicalement dépossédé de quelque chose qui aurait pu être extraordinaire et qu'aujourd'hui nous devons tenter de rattraper. Est-ce pardonner? Non, c'est pas pardonner. C'est que, au fait, nous sommes tous de cette même histoire. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est de la regarder et se dire, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment on désamorce ça, ce faux pas, hein? cette tourmente? Comment on la désamorce? Et je trouve que l'aventure humaine doit être celle-là. C'est la plus belle qui soit, c'est-à-dire celle de se reconnaître. Donc, ne soyons pas dans culpabilité, pardon, victimisation, non. C'est comment on réinvente ça, notre relation. Et moi, c'est ce qui me passionne et ce qui m'a guidée aussi dans tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Merci beaucoup.